Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. L'actualité ce mardi, c'est cette nouvelle mobilisation des parents d'élèves du territoire contre les rythmes scolaires. Un rassemblement à l'appel de la Confédération syndicale des familles de Mayotte. Un cortège cependant très peu suivi à 2 jours d'une rencontre prévue au ministère de l'Éducation nationale à Paris. Le point juste après les titres de ce mardi 5 décembre. Ils étaient peu nombreux ce matin à avoir suivi l'appel qu'a lancé l'intersyndicale ce week-end. Un rassemblement a bien eu lieu, place de la République, mais la pluie aura découragé les éventuels participants. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a promis de recevoir 3 représentants de l'intersyndicale ce jeudi à Paris. Explication. Les 1600 élèves du lycée de Kahani ont repris le chemin des classes aujourd'hui après 2 semaines de coupure. Malgré des divergences, les professeurs ont voté la reprise des cours en prévenant qu'en cas de nouvelles violences scolaires, ils exerceront à nouveau leur droit de retrait. Reportage. Jusqu'au 16 décembre, le hall du Comité du tourisme de Mayotte accueille la grande exposition artisanale. Les richesses mahoraises, transformées de la main des artisans de l'île, sont mises à l'honneur dans un décor lumineux, idéal pour ces œuvres aussi diversifiées que colorées. Focus à la fin de cette édition. Une semaine après la première mobilisation, les parents d'élèves du premier degré, soutenus par la communauté éducative, remettent le couvert contre les rythmes scolaires ce mardi. Un appel cependant très peu suivi aux grandes dames de la Confédération syndicale des familles de Mayotte et de l'intersyndicale, dont une délégation sera reçue ce jeudi à Paris au ministère de l'Éducation nationale. Le récit de Bastien Sabouret. Un appel au rassemblement a lieu ce matin, place de la République. Seule une poignée de personnes sont au rendez-vous. La pluie, très présente en ce début de journée, en a démotivé plus d'un. Je suis déçue parce qu'on ne s'y attendait pas à voir la forte pluie de ce matin qui a démobilisé un peu les gens. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient venir, mais avec la pluie, on le comprend, quand ils ne sont pas véhiculés et tout ça, c'est pas évident. Et qu'ils viennent de loin et tout. Mais on a confiance que tous les parents sont avec nous. On a les témoignages de différents parents de différents coins de Mayotte. C'est afin de protester contre la suppression des rythmes scolaires que l'intersyndicale a lancé un appel ce week-end au moyen de différents médias. Les écoliers seraient plus mal considérés à Mayotte qu'en métropole, d'après les syndicats. Une situation inadmissible pour ces derniers. L'école, c'est pourri. École, quand la pluie tombait, dans l'école qui rentrait beaucoup de l'eau, à l'école, dans la cour où il n'y a pas de sécurité, dans la cour de l'école maternelle, il y a fait même les banga-banga pour les gens qui vendent les vêtements. On leur donne des petits sandwichs et dire que voilà, par terre en plus, malheureusement, c'est par terre. Pourquoi les enfants mahorais doivent se contenter du sol de préau pour manger pendant que les enfants de l'Hexagone mangent sur une table bien aménagée dans une cantine. Une cantine digne de ce nom est demandée. 3 personnes de l'intersyndicale seront reçues jeudi prochain à Paris par le ministère. De gros espoirs sont misés sur cette réunion future. Nous allons dénoncer d'abord le manque de conditions du rythme scolaire, le manque des structures, le manque de tout quoi. Nous allons aussi demander la sécurité, nous allons dénoncer le comportement des élus locaux vis-à-vis du rythme scolaire. En attendant le verdict, la situation restera telle qu'elle est. Aucun préavis de grève ne sera déposé par l'intersyndicale. Une réunion d'information à la population sera proposée dès le retour des commissionnaires de métropole. Une manifestation qui n'aura donc pas attiré grande foule ce mardi. Désormais, un autre rendez-vous se prépare pour les syndicats. Ce jeudi exactement, une délégation de la CSFM accompagnée du SNUPPFSU se rendra à Paris au ministère de l'Éducation nationale. L'occasion de mettre sur la table la véritable réalité du terrain dont les informations ne sont pas remontées par le vice-rectorat. D'après Rivo Malalara Cotandravelo, ce qui représente un véritable frein pour les syndicats et les parents d'élèves. On l'écoute.
Quand j'étais au ministère des Outre-mer il y a 2 ou 3 semaines, le cabinet de la ministre m'a avoué que effectivement les informations que nous rapportons correspondent à ce que la préfecture a remonté et que les élus remontent. Oui. Contrairement aux informations qui sont arrivées à l'Éducation nationale, étant entendu que ce n'est pas les élus ni la préfecture qui remontent les informations au ministère de l'Éducation nationale. Et eux-mêmes, là-bas, ils commencent à se poser des questions quant aux sources d'informations. Éducation toujours, mais dans le second degré cette fois, où les élèves des lycées de Kahani et de la Cité du Nord ont repris le chemin de leur établissement. Plus de 2 semaines sans cours en raison d'un droit de retrait exercé par le personnel éducatif suite aux nombreuses violences qui se sont produites dernièrement au sein des zones scolaires. Nous nous sommes rendus à Kahani, au centre de l'île, pour suivre cette reprise très attendue par les lycéens. Reportage. En ce jour de rentrée particulière, l'arrivée des élèves se déroule dans le calme ce matin au lycée professionnel de Kahani. Après plus de 2 semaines de repos forcé, les 1600 lycéens sont aujourd'hui soulagés de retrouver les bancs d'école. Je suis content parce que ça fait 2 semaines qu'on n'est pas venu à l'école et on n'a pas pu travailler. Ça fait bizarre parce que bon, on a arrêté 2 semaines d'école, on est en terminale, bon, 3 jours c'est beaucoup, mais 2 semaines, c'est chaud à rattraper quoi. C'était difficile de rester à la maison, on n'avait rien à faire. Et on est content de revenir ici au lycée de Kahani. Nous on veut que ça s'arrête parce qu'on veut de l'étudier. Et malgré les derniers épisodes de violence, le dispositif de sécurité mis en place par l'établissement reste minimal. Seuls les carnets de correspondance sont vérifiés ce mardi. Les enseignants, inquiets, continuent de dénoncer des manques criants de moyens et d'effectifs pour sécuriser la zone scolaire. On n'a toujours rien obtenu en termes de solutions qui permettraient immédiatement de pouvoir reprendre dans de meilleures conditions. Des promesses ont été faites, on les a entendues. Malheureusement, dans l'immédiat, rien n'a changé par rapport à la situation qu'on avait laissée, qui nous avait conduit en fait à mettre en place ce droit de retrait. Une reprise des cours légère avec un début de matinée, 2 heures consacrées à un débat sur le phénomène de violence scolaire, une séance histoire d'apaiser et de réparer dans les jours à venir un climat éducatif bien fragile. Libérer la parole des élèves pour qu'ils puissent nous dire aussi leurs sentiments par rapport au problème de la violence à Mayotte, parce que leur parole compte. On a déjà beaucoup travaillé lors des 2 dernières semaines pour, à notre niveau, faire le maximum, améliorer les choses. On va continuer à tout faire pour que ça continue de bien marcher. Malheureusement, on n'a pas la main sur tout. Mais le personnel pédagogique prévient d'ores et déjà, en cas de moindre incident, le mouvement de retrait reprendrait ses droits. Direction Longoni à présent, où la grève se poursuit du côté de son espace portuaire. Les réactions également face à cette situation. La dernière en date vient du président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte, ancien gestionnaire du port. Si Mohamed Ali Hamid parle aujourd'hui d'une gestion chaotique du côté de Longoni, il se veut aussi rassurant et optimiste pour la CCI l'année prochaine, dont les projets ne manquent pas, comme le marché couvert ou encore le port de Plaisance. Une année 2018 qui devrait donc être riche en bouleversements pour l'institution, d'après son actuel patron. Les explications de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Qui dit nouvelle année dit bien souvent nouvelles résolutions et grands projets. C'est le cas du côté de la CCI Mayotte, où son président ne cache pas son ambition de récupérer la DSP du port de Plaisance et du marché couvert. Le salut viendra de l'évolution qui est en cours, à savoir la transformation donc, de cette gestion en DSP. Oui, et ça, c'est ce que vous attendez, et vous serez évidemment candidat, j'imagine? Tout à fait, j'insiste, oui, nous serons candidats. Nous sommes d'ailleurs déjà prêts, donc nous avons donc un projet ambitieux qui impliquerait bien entendu les partenaires principaux, à savoir le département et la commune chef-lieu. Depuis plusieurs années,
la CCI gère ces 2 infrastructures par le biais d'avenants annuels, ce qui, selon son président, ne lui permet pas d'investir sur le long terme, d'autant qu'à l'heure actuelle, le marché couvert et le port de plaisance sont déficitaires. Si la CCI venait à emporter ces 2 délégations de services publics, Ali Hamid possède déjà des projets d'envergure, notamment pour l'intérieur et l'extérieur du marché. Il faut considérer 2 choses. Oui. Il y a l'intérieur, ce qu'on appelle le marché couvert, oui, et puis il y a l'extérieur. Oui. Dans le projet que nous avons, nous allons donc remodeler l'intérieur de façon à ce qu'on n'ait plus ces box, mais de façon à avoir donc une présentation plutôt linéaire qui permettrait donc une fluidité donc de passage, mais en même temps qui mettrait en valeur les produits exposés et qui mettrait également en valeur ceux qui les exposent. Et pour en revenir à l'extérieur, vous avez vu l'extérieur comment il est? Il est squatté de partout, il faut passer le soir pour voir ce qui s'y passe. Eh bien, nous avons un projet pour redynamiser l'extérieur, pour lui donner une vie. En fait, donner le plaisir aux gens de dire, il est 17h ou 18h, je vais me promener sur les quais. Autre sujet et non des moindres, le port de Longoni. En 2013, la CCI en a perdu sa gestion au profit de MCG. Une grave erreur pour Ali Hamid, qui n'hésite pas à pointer du doigt une gestion qu'il qualifie de chaotique. Je trouve que le département a fait une erreur. La plus grosse erreur qu'elle ait faite, c'est d'avoir donné ce port à un privé. Vous savez ce que c'est que le privé? C'est le profit. Et parfois, ce profit, il y en a qui sont beaucoup plus gourmands que d'autres, qui peuvent même transgresser les règles. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Il y a même du conflit d'intérêts dans cette histoire-là. Comment on peut être gestionnaire et en même temps être acteur de ce port? C'est pas possible. On ne va pas me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien entre Manuport et MCG. C'est me prendre pour ce que je ne suis pas. Les mots sont forts et en disent long sur la fronde qui s'organise face à MCG. De quoi laisser penser qu'en cas de déchéance de la DSP, la CCI sera candidate pour récupérer la gestion du port de Longoni. La CCI a une vision globale du développement du territoire. Ça suppose que nous soyons, et nous sommes prêts, si nous sommes invités, à participer au débat qui serait certainement donc dirigé ou organisé par le département pour voir quel est le modèle qui pourrait convenir à ce port. Nous serons là, oui. S'il n'est pas encore l'heure de parler de candidature, les semaines passent et il apparaît de plus en plus évident que les détracteurs d'Idanel se comptent par dizaines. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. On l'a vu à travers ce reportage, les réactions de Mohamed Ali Hamid, le président de la CCI. Des projets, il y en a, mais est-ce que c'est réalisable réellement? Oui, le frein qu'il y avait jusqu'alors, il l'a expliqué ce matin, c'est qu'il fonctionnait avec des avenants annuels. Donc effectivement, c'est compliqué d'avoir des grands projets et puis d'aller auprès des banques et de dire on aimerait que vous nous prêtiez de l'argent pour un projet d'1 an. Peut-être que dans 1 an, on n'aura plus la gestion à la fois du marché couvert et puis également du port de plaisance. Donc s'il y a cette DSP qui est signée avec le département, parce que le département est propriétaire, c'est aussi ce qu'on se dit. Pourquoi on a attendu autant de temps? Pourquoi on a laissé la CCI finalement avec deux infrastructures qui étaient déficitaires sans lui permettre d'avoir les moyens de créer de grands projets justement qui vont aller dans le sens d'un développement et de résoudre la problématique d'infrastructures qui sont déficitaires et qui font perdre de l'argent à la CCI, qui est quand même une institution publique. Donc voilà, effectivement, c'est une bonne nouvelle. En 2018, il devrait y avoir pas mal de choses et ça devrait aller effectivement dans le sens d'une signature d'une convention et d'une délégation de service public entre la CCI et le département. On va suivre de très près. C'est vrai qu'Ali Hamid, il est très motivé pour récupérer ces deux infrastructures. Il a de grands projets. C'est quand même des infrastructures qui sont importantes. On parle du marché aussi pour le tourisme. C'est une vitrine, ce marché couvert. Aménager l'extérieur, c'est important. C'est vrai qu'on le dit souvent, notamment à Madagascar. On voit que c'est un pays
extrêmement pauvre, l'un des 5 pays les plus pauvres au monde. Et il y a justement un aménagement qui permet aux uns et aux autres de se retrouver, aux familles, de venir à Mamoudzou. Au niveau du comité du tourisme, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qu'il a exprimé ce matin, cette volonté d'aménager pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de se retrouver, d'avoir un espace plus convivial. Et puis aussi pour le port de Plaisance, c'est important. On le sait qu'il y a quelques semaines, on a eu une fronde. D'ailleurs, on va en entendre parler encore dans les prochains jours. Alors lui, il parle de 8 personnes sur les 110 qui sont au port de Plaisance. Ces 8 personnes qui ont expliqué qu'effectivement, il y avait de très gros problèmes et qu'en cas de fort coup de vent, il risquait d'y avoir une infrastructure qui carrément sera arrachée. Donc c'est important que à la fois le département mais aussi le gestionnaire actuel de la CCI se penche sur ces 2 cas. Et puis ensuite, il y a le port de Longoni forcément. Et on voit justement le port de Longoni, il en parle au cours de ce reportage. On serait tenté de dire, est-ce qu'il n'a pas la mémoire courte par hasard lorsqu'il parle de gestion chaotique ? Oui, on se souvient que la CCI était à la tête de ce port de Longoni, que ça s'est pas très bien passé non plus. Maintenant, on est plusieurs années plus tard, on a vu qu'au niveau du privé, ça n'avait pas marché. Donc ce qu'il explique, c'est que ça serait pas mal que ça soit du public parce qu'il dénonce des conflits d'intérêts. Il est très sévère dans ses propos. Il est très dur avec Idanel et avec la société MCG, à l'instar d'autres. On pense notamment au département. Et puis en ce qui concerne ce port, dans quelques jours maintenant, on va avoir le rapport de l'inspection qui était venu justement pour essayer de redessiner, de redéfinir, de savoir où est-ce qu'on en est déjà actuellement et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce port de Longoni qui est le poumon économique et qui aujourd'hui est dans une situation, ça peut plus durer. Effectivement, on est d'accord avec lui lorsqu'il dit que depuis 2013, la situation, non seulement on n'est pas allé vers le développement, mais en plus on a des crises et on a eu plus de 200 jours de grève en quelques mois, en quelques années, en moins de 4 ans. Donc c'est en 4 ans, donc c'est considérable. On peut pas continuer comme ça. Il va falloir trouver une solution. Alors est-ce que la CCI c'est la bonne? Ça c'est pas à nous de le dire. On verra un peu ce qui va en être. Et puis ça va être aussi au département cette fois-ci de trancher et de bien trancher parce que cette histoire de DSP en 2013, elle a quand même coûté très très cher. Merci Pierre pour toutes ces précisions. 19h19 sur KTV, merci d'être avec nous. L'actualité mahoraise de ce mardi 5 décembre, c'est également dans les brèves, résumé par Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le 28 novembre dernier, 2 représentants d'EDF Énergie Nouvelle ont été reçus par le président du conseil départemental, Swabadin Ibrahim Ramadani. La rencontre avait pour objectif de créer un partenariat avec l'institution afin de développer les moyens de production d'énergie renouvelable tels que les éoliennes. En ce qui concerne le solaire, des implantations de panneaux photovoltaïques en petite terre à l'aéroport et au niveau du terrain TDF au Bas-Damier sont à l'étude. Concernant la grande terre, des panneaux flottants pourraient voir le jour sur les 2 retenues collinaires afin de profiter d'une grande surface disponible et ce sans mobiliser de foncier. Du côté de l'éolien, des poteaux pourraient être implantés au mont Benara pour alimenter le futur poste qui sera construit à Sada. Des bonnes nouvelles dans le cadre d'une transition énergétique devenue l'un des grands défis de demain. Attendu depuis plusieurs semaines, le nouveau scanner à rayon X vient d'être installé à l'aéroport du département. Cette machine est utilisée principalement pour assurer la sûreté dans les aéroports puisqu'elle permet de visualiser les objets contenus dans un bagage ou cachés sous des vêtements. Les douaniers auront désormais tout le loisir de l'utiliser à chaque fois qu'ils le souhaitent dès lors que les passagers auront récupéré leur bagage. Après l'épisode du colis suspect qui avait amené la directrice de cabinet à ouvrir elle-même un sac à dos, il était devenu urgent que l'aéroport du département soit équipé d'un nouveau scanner et c'est désormais chose faite. Cela ne règle néanmoins pas la problématique liée au fait qu'il n'existe aucun démineur sur l'île. En cas de danger grave, des professionnels venus de la Réunion devront être envoyés d'urgence à Mayotte. Les personnels du lycée de Tsararano ont eux aussi débrayé hier. Ils affirment que suite aux événements de violence contre des élèves du lycée qui se répètent d'une façon très régulière et dans un espace de temps très court, la communauté éducative du lycée polyvalent de Tsararano a décidé de convoquer une assemblée générale d'urgence afin d'envisager des solutions et les suites à donner. Ils ajoutent, je cite, « La communauté éducative du centre tient à manifester son inquiétude face aux actes de violence sauvages. Elle appelle également parents, élèves et acteurs de la communauté éducative de Mayotte à une prise de conscience collective afin de trouver une solution efficace face aux problèmes. Les personnels souhaitent notamment qu'un mouvement de solidarité dans toute la communauté de Mayotte prenne forme par le biais de la création d'une intersyndicale. Ils veulent en outre un arrêt d'une demi-journée solidaire à chaque fois qu'un centre scolaire est attaqué.
Un mot d'environnement avec cette convention signée ce mardi entre l'association Hawa Mayotte, chargée de surveiller la qualité de l'air dans le département, et Météo France Mayotte. Un partenariat pour quel objectif? La réponse à plateau avec nos invités. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bruno Brouillard-Forster pour Hawa Mayotte et Bertrand Laviec pour Météo France Mayotte. Alors Bruno Brouillard-Forster, je m'adresse tout d'abord à vous. Ce partenariat est important. Quelles sont vos attentes de cette synergie entre vos institutions respectives? Oui, cette convention bilatérale est très importante pour nous. Petite association et elle permettra d'avoir une notoriété sur l'île de Mayotte avec un fort soutien de Météo France qui est bien sûr connu nationalement. Quel sera l'objectif de ce partenariat? Alors c'est surtout un partenariat technique puisque dans l'avenir, les conditions météorologiques seront très importantes en cas d'événements spéciaux au niveau de la pollution. De quelles tâches, enfin les tâches s'annoncent beaucoup plus simples alors justement avec l'expertise de Météo France? Oui, bien sûr, parce que chacun a son métier et donc tout ce qui est prévision météorologique qui pourrait être associé à un événement de pollution sera bien mieux expliqué avec les compétences de Météo France. Bertrand Laviec, justement, quelle expertise, que comptez-vous apporter justement à l'association Hawa Mayotte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière les grands mots, derrière le mot météo, il y a de la science, et derrière les associations de surveillance de la qualité de l'air, comme Hawa Mayotte, il y a aussi beaucoup de science. Parce que pour arriver à dire, voilà, il y a quelque chose qui va gêner la santé des gens, il y a quelque chose qui peut être dangereux, des particules fines, etc., mais il y a tout un processus, tout un temps de calcul, et les calculs météorologiques, c'est important. Et pour Météo France, c'est très important aussi de montrer que la météo, elle est dans des endroits qui ne sont pas que le bulletin météo que vous présentez, mais aussi dans l'aide aux organismes scientifiques pour apporter la meilleure information à la population. Donc moi je suis très très content de ce partenariat finalement. En fait on fait presque le même métier, même s'il y a des différences, mais c'est mettre au service de Hawa Mayotte notre expertise du sol mahorais, quoi. Justement, en quoi ces données météorologiques, climatiques seront essentielles dans les missions de Hawa? S'il y a du vent, ça se disperse plus. S'il y a de la pluie, ça se fixe au sol. Enfin, bon, tu en parleras mieux que moi, Bruno. Mais enfin, voilà, c'est toute une expertise scientifique qui sont très importantes pour les spécialistes de la qualité de l'air que sont Hawa Mayotte. Justement, vous en ferez quoi de ces données? Cela vous permettra de mettre quoi en place comme mesure? Alors, ces données aussi serviront dans un avenir à tout ce qui va être calcul de modélisation, puisque de plus en plus les prévisions de qualité de l'air seront modélisées. Donc on fait des mesures effectivement avec des appareils, mais dans un avenir et de plus en plus la modélisation prendra sa part dans la surveillance de la qualité de l'air. Alors cela démontre... Ils pourront faire des prévisions finalement, un peu comme nous. Tout à fait. Le but à terme, c'est de faire des prévisions. Alors justement, est-ce que avec le temps justement qui évolue, il y a des changements au niveau météorologique? Ça se passe comment? Dites-nous. L'impact du changement climatique, on l'a un petit peu partout. Là, on vient de sortir les chiffres aujourd'hui. On n'a jamais eu un mois de novembre aussi chaud qu'à Mayotte. Et effectivement, la chaleur, il y a aussi sur les modes de déplacement, il y a aussi des évolutions dans les modes de consommation, le mode de déplacement qui intéresse beaucoup les associations de qualité de l'air. Donc, il n'y a pas que le changement climatique météo, il y a aussi le changement de comportement. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que on est obligé de travailler ensemble finalement. Et justement, quelles sont les conséquences constatées par l'association Hawa Mayotte de ces changements climatiques? Pour l'instant, au niveau de la pollution, enfin de la qualité de l'air, on ne va pas parler de pollution, on ne peut pas dire qu'il y ait une forte influence du changement climatique sur la qualité de l'air. On peut juste constater que en période sèche ou en période humide, il y a effectivement des changements notables, notamment au niveau des particules. On comprend bien que quand il fait un temps plus sec, les particules s'envolent plus facilement, alors que lorsqu'il y a de la pluie, comme disait Bertrand, les particules sont plus plaquées vers le sol, quoi, et ne se dispersent plus dans l'air. On parle ici, ou moins, en tout cas. On parle ici d'un mariage à durée indéterminée aujourd'hui?
Oui, mais comme en fait, c'est pas un mariage nouveau. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Météo France est partenaire de quasiment, enfin même de toutes les ASQA, donc associations de surveillance de la qualité de l'air, en France, qu'ils soient bien métropolitaines ou dans les dom-toms. Donc voilà, c'est un mariage de raison. Mais c'est un mariage heureux, puisqu'on on fait ça depuis très longtemps, et c'est un mariage à durée indéterminée. On n'est pas prêt de divorcer en tout cas. Ah oui, à peine marié, ça serait marié, dommage. ça se fait pas. Tout à fait. Un petit mot du temps actuel, Bertrand Laviec, avec ces orages qui rôdent autour, au sein de notre région, avec un nombre d'impacts de foudre important et impressionnant enregistrés par vos services, 19 000 en quelques heures. 19 000 en quelques heures. Donc ce matin, on était en vigilance orage. Levé aujourd'hui. Qu'on a levé vers midi. Donc c'était très court, très intense. Voilà, c'est le début, c'est typique. On est en saison des pluies, on est en plein Kashkazi. Le flux de mousson s'installe progressivement et donc on a beaucoup d'orages. On en attend demain, peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui. On en attend beaucoup ce week-end, donc on surveille ça. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais voilà, donc on est dans une période où tous les jours il peut se passer quelque chose et on le suit. Et c'est vrai que 19 000 impacts de foudre, c'est pas anodin. Justement, est-ce que cela annonce une saison de pluie normale après la panne sèche qu'on a rencontrée mais clairement, l'année dernière? Là déjà, on est début décembre et on est déjà en saison des pluies, ce qui change beaucoup depuis l'année dernière et puis surtout il y a 2 ans. Voilà, donc on est dans une saison des pluies active, on est dans une saison des pluies normale. On a perdu l'habitude depuis 2 ans et finalement voilà, des orages, etc. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les premières pluies de l'année, ou les premières pluies fortes, c'est toujours les plus dangereuses. C'est-à-dire que les gens perdent l'habitude, les enfants jouent dans la rue. Je tiens vraiment à saluer l'initiative de la mairie de Mamoudzou sur ce sujet, en rappelant voilà, aux parents, faites attention à vos enfants parce que c'est les premières victimes. Les premières fortes pluies, c'est toujours eux, malheureusement, les victimes. Donc voilà, belle initiative de la mairie de Mamoudzou. La vigilance est donc de mise. Merci, messieurs, d'être passés par ce 19h pour nous parler de ce mariage magnifique, on espère, qui durera longtemps. Merci encore. Bonsoir. Alors, vous l'avez annoncé, Bertrand Laviec, de la pluie, mais pas de neige à l'approche des fêtes de fin d'année. J-20 avant Noël, alors que l'heure est aux idées et aux achats de cadeaux. Direction le hall du comité du tourisme de Mayotte qui actuellement accueille une grande exposition artisanale. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le fait main du pays. Adèle Laurent. Les artisans sont mis à l'honneur en ce moment au comité du tourisme. Les objets faits de leurs mains, aussi diversifiés que colorés, y ont pris place dans un décor lumineux. Mais que peut-on trouver en visitant cette grande exposition artisanale? On peut retrouver donc des bijoux faits main en bois, des crayons pareil tout fait main, des objets en bois aussi, des nappes, des savons, de la vaisselle et puis des tissus aussi faits main, des vêtements. Je suis là aujourd'hui pour représenter Solange de SMO Cosmétiques qui fait ses huiles et ses beurres elle-même, huile de coco, beurre de mangue, beurre d'avocat, beurre de papaye, des savons, qui fait plein de choses elle-même. On a aussi ici les produits de saveurs et senteurs qui sont un peu dans le même esprit mais qui travaillent vraiment avec les jus et toutes les richesses que la nature nous donne ici. Donc les jus, les confitures, les huiles essentielles, les huiles végétales. Touche du bois, SMO Cosmétiques, Moon Création, Patricia, Perle Mayotte, Atelier d'Ayam, Ayouba Couture ou encore Saveurs et Senteurs. Tous ont en effet sauté sur l'occasion pour montrer leur savoir-faire lors de cette exposition. Et pour cause, les vitrines offertes aux artisans restent rares sur Mayotte. À part le comité qui nous ouvre les vitrines Buenesso, qui est une fois par mois, mais après c'est les marchés. Donc ça veut dire Coconi, c'est tout. Hein. Et puis le marché de Noël, mais bon, une fois que c'est passé, c'est une fois par an, quoi. Ce premier marché au moment des périodes de Noël, c'est une occasion pour eux de se faire connaître. On espère qu'il y aura d'autres initiatives de cet ordre-là, et puis peut-être une boutique collective. C'est assez intéressant ce genre de projet. Et l'artisanat est un secteur en constante évolution. La mise en valeur des richesses de Mayotte peut passer par bien des biais. Et à ce titre, Mariam a un projet en cours. J'ai un projet au niveau des huiles végétales et essentielles pour pouvoir apporter des formations justement aux personnes qui sont ici
qui sont en agriculture, en projet agricole, en projet d'installation, pour pouvoir diversifier leur gamme de produits au niveau des huiles essentielles et au niveau des huiles végétales. Les formations devraient démarrer à Coconi à partir de février. En attendant, direction le hall du comité du tourisme, où les richesses mahoraises transformées de la main des artisans de l'île peuvent être appréciées et pourquoi pas achetées jusqu'au 16 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Kwezi dès demain, 6 h, la matinale présentée par son trio. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.